Dans l'actualité des idées aujourd'hui, Monsieur le Président, ce que le courrier de l'Élysée nous dit des Français, avec notre invité Michel Offerlé, professeur émérite de sociologie du politique à l'ENS, co-auteur avec le politiste Julien Freitel de l'ouvrage Écrire au Président, enquête sur le guichet de l'Élysée, qui paraît à la Découverte. Alors on le connaît pour ses portraits de patron, sociologue iconoclaste, bourdieusien spécialiste du MEDEF, auteur dernièrement chez Gallimard de Ce qu'un patron peut faire. Il dessine aujourd'hui, avec son co-auteur, un portrait de la fonction présidentielle à travers les lettres que les Français ont écrites et écrivent encore au chef de l'État, de François Mitterrand à Emmanuel Macron, avec un gros plan sur la présidence Hollande. Pourquoi les Français écrivent-ils à leur président et qu'est-ce que l'Élysée fait de ce courrier? Bonjour Michel Offerlé. Bonjour Olivier Gesbert. Une plongée dans un lieu méconnu, l'antre du courrier, la boîte aux lettres du président, comme l'avait nommé Éric Orsena dans un livre. Ce service de la correspondance présidentielle, le SCP, situé non pas au faubourg Saint-Honoré, l'adresse de l'Élysée, mais au 11 quai Branly, à l'Alma. Qui n'a pas recueilli que du courrier? Mazarine Pinjot en parlait comme du temple du silence. Comment raconter à quoi ressemble de prime abord cette adresse? C'est Fort Knox? Oui, c'est-à-dire que c'est sous commandement militaire, et donc il faut être annoncé, il faut déposer son passeport, les premières fois où on est accompagné, et puis après, notamment sous François Hollande, on était un peu les habitués du service, puisque François Hollande et son cabinet nous ont largement ouvert justement donc, le service. Disons qu'on a attendu pendant pas mal de temps avant d'y rentrer, mais une fois qu'on y a été, ça a été relativement facile, et donc on a pu avoir des conditions justement de travail tout à fait importantes. C'était aussi dû au fait que François Hollande ne se représentait pas. Il avait beaucoup moins de courriers aussi à traiter, donc le personnel qui nous connaissait, pour certains d'entre eux, puisqu'ils avaient été étudiants en sciences politiques, nous a très très bien accueillis. On a eu des conditions de travail tout à fait sympathiques pendant à peu près trois mois. On y allait deux, trois fois par semaine pendant 3 mois. Si vous voulez. Ça remonte à 2017, si vous voulez. Ça peut être dangereux pour un président de la République de donner la clé de sa boîte aux lettres à deux sociologues ou un sociologue et un politologue. Voilà, donc oui et non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a du courrier, je pense qu'on va en parler, il y a de tout, n'importe qui peut écrire n'importe quoi au président, et par définition, donc le président n'en lit qu'une toute petite partie, si vous voulez. Donc c'est aussi une manière, en quelque sorte, de rentrer par effraction dans le courrier d'autrui. Donc là aussi, il y a un côté un peu voyeur. On est un peu mal à l'aise au départ, et puis on est pris par le jeu, et puis de partager un certain nombre de choses, essayer de comprendre, si vous voulez, ce qui se passe, pourquoi les gens écrivent, comment les gens écrivent, et donc de manier, ce qui n'était pas évident au départ, plusieurs types de sociologie. Je pense qu'on va revenir là-dessus, effectivement. On s'est intéressé à ce courrier, à la fois sous la forme de la sociologie des écrits ordinaires, également la sociologie de la politisation, et la sociologie également de l'institution présidentielle, et puis également de ce service particulier qui est un bout de l'Élysée, mais qui n'apparaît pas justement dans l'organigramme de l'Élysée, parce que généralement ce sont des gens mis à disposition et qui sont là temporairement justement dans ce service. Est-ce que l'enquête a connu des hauts et des bas, des portes ouvertes et des portes fermées, oui, oui. Des pandémies et des temps plus sereins? Oh que oui, c'est-à-dire, d'une part, la première porte a été difficile à ouvrir. Alors, je dois dire qu'effectivement, donc, l'idée de travailler sur ce courrier, il est venu, comme pour toute recherche, à la fois, pourrait-on dire, d'une appétence et d'une opportunité. L'opportunité, c'était le fait que Julien Freitel connaissait quelqu'un qui travaillait à l'Élysée, et lors d'un repas, cette personne, justement, donc, a parlé de ces courriers de l'Élysée, et ça a mis la puce à l'oreille à Julien, qui m'a proposé qu'on travaille ensemble. Et ça a mis pour qu'on ait les autorisations avec une clause de confidentialité, parce que maintenant on sait, si vous voulez, donc on connaît beaucoup de choses sur la vie intime, privée, les maladies, les condamnations, la misère de milliers, voire de dizaines de milliers de Français, si vous voulez. Donc il fallait avoir donc une clause de confidentialité. Une fois qu'on a été dedans, au départ, on nous a mis du blanc sur les noms, et puis progressivement, on a pu demander l'enfer, à savoir donc quelles sont les lettres d'insultes, etc.,
etc., etc. Donc, de manière à avoir, si vous voulez, donc une espèce de panoplie très large. Pour Sarkozy, ça a été plus difficile parce que, d'une part, bon, il fallait donc aller dans les archives et visiblement, personne n'avait travaillé auparavant, donc il n'y avait pas de protocole nécessaire pour nous admettre. Et puis, je dois dire, bon, je n'ai pas tapé sur les archives, mais on n'a quand même pas été très, très bien traité. C'est-à-dire que là aussi, contrairement aux archives vivantes, qui étaient des archives volantes, là, on avait le droit, en principe, de ne prendre ni photo, ni photocopie. Et donc, un chercheur, c'est pas fait pour recopier, si vous voulez, des lettres à longueur de journée. Bon, donc, on a un petit peu, vraisemblablement, bon, avec le règlement. Et puis, le troisième volet, ça a été... Donc, alors, puis il y a eu le Covid, bien sûr, et donc, les archives ont fermé. Donc, on n'a pas fait l'enquête, si vous voulez, suffisamment longue sur Sarkozy, mais je pense que c'était essentiellement une espèce de contrepoint comparaison. Et le troisième volet, ça a été Emmanuel Macron, où là aussi, il y a eu d'abord une ouverture, ensuite une fermeture. Je crois que le sujet devient très sensible désormais, puisqu'on rentre en campagne présidentielle et que les courriers peuvent être un butin de guerre assez intéressant. Et puis la cerise sur le gâteau, ça a été la découverte sur Internet de Michel Hénoch. Je tiens à le remercier donc à la radio. C'est donc le chef de service sous François Mitterrand qui, lui aussi, donc ça a été des va-et-vient, c'est-à-dire qu'il se méfiait un petit peu de ce qu'on allait dire de lui. Je crois qu'il est très très à cheval sur son image. Et puis donc il y a eu les engueulades. Après on s'est réconciliés. Donc il nous a progressivement donc montré ce qu'il avait fait. Et lui, il est resté. C'est quasiment l'un de ceux qui est resté, mis à part Monsieur de Baudouin ou de Gaulle, l'un qui est resté le plus longtemps. Il est resté 10 ans à la tête de ce service et il avait justement dans les années 80 un certain nombre d'idées, une espèce de mission en disant voilà des gens qui nous écrivent, voilà des gens qui croient à quelque chose et nous avons un espèce de devoir de répondre à tous. C'est un peu, pourrait-on dire, la devise du service. Ils le font de manière différente. Voilà, Michel Hénoch qui a été donc le patron du service nommé sous François Mitterrand. Ce service de la correspondance présidentielle, le SCP, plongée inédite dans ce service. On avait quelques échos de son existence, mais vous y avez passé un temps suffisamment long et étayé pour pouvoir vraiment nous raconter ce qu'il y a d'inédit et de particulier dans ce lieu. C'est un service, vous diriez, pour le résumer, qui trie, qui filtre, qui protège, qui répond. C'est une sorte de guichet. Oui, on a pris exprès justement ce titre de guichet parce que bon, c'est comme ça qu'on désigne, si vous voulez, donc les lieux où on peut, en tant que citoyen, en tant qu'allocataire, éventuellement faire valoir ses droits, comme disent les sociologues justement qui travaillent sur l'administration par le bas. Et c'est un drôle de guichet parce que, bon, contrairement aux autres guichets où généralement on vous demande toute une série de pièces, où il y a un formalisme extrêmement large, là, et j'invite d'ailleurs tout le monde à le faire, bon, écrivez donc au service de la correspondance présidentielle, aussi bien pour un certain nombre de choses qui ne sont pas réglées par l'administration, que éventuellement pour donner votre opinion, ou pour opiner, ou pour critiquer. Et donc c'est un guichet dans lequel vous pouvez écrire sur lettre simple, il suffit de prendre donc une enveloppe et de la mettre, donc de mettre votre écrit sous pli et de l'envoyer gratuitement donc à l'Élysée ou éventuellement un courriel. Bon, à partir de 20 grammes, c'est payant et il y a certains habitués du service qui récemment doivent avoir un budget justement donc un budget courrier assez important dans le mois. Alors écrivez, dites-vous, Michel Offerlé. Au pire, vous donnerez beaucoup de travail aux sociologues et puis au mieux, vous obtiendrez une réponse. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Si vous avez le temps. Si vous avez le temps. Trintignant, Reggiani ou encore bien sûr... Oui, de très belles voix. Oui. Ouais, 5 voix pour une même lettre, extrait du Déserteur.
Si vous avez le temps, mais c'est vrai que la question du temps, elle est essentielle, elle est même cruciale concernant ce courrier. François Hollande, environ 800 000 lettres reçues le temps d'un quinquennat. Elles sont toutes archivées, on imagine, mais est-ce Non. qu'elles sont détruites? Elles sont archivées au 10e. Au 10e. Ce qui fait que nous, on a pu voir, si vous voulez, donc le stock tel qu'il n'était pas encore parti aux archives et donc décimé, pourrait-on dire. Est-ce qu'elles sont toutes lues? Ah oui, pas par le président lui-même. Mais simplement, effectivement, toute lettre doit être lue et d'une certaine manière, c'est la devise du service. Le service minimum qui, vraisemblablement, a été appliqué chez certains présidents, c'était « vous me faites des réponses le plus vite possible, mais tout le monde doit avoir une réponse ». On pourra revenir sur les types de réponses. Il y a une espèce là aussi de panel. La réponse, la lettre type. On évoque bien entendu le bouquin d'Hervé Letellier, qui moi et François Mitterrand. Moi et François Mitterrand. Bon, avec donc de vraies fausses lettres, bon, qui a inventé Letellier. Et donc elles sont toutes lues, bien sûr. Elles sont toutes lues avec une réponse minimale, bon, qui a tendance désormais à s'élargir de plus en plus. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent une réponse d'une lettre type et qui protestent en disant « vous vous moquez de moi, effectivement, bon, j'ai déjà eu ça 10 fois, patati patata ». Et avec une volonté aussi, d'une certaine manière, que pour les requêtes, alors juste pour rentrer dans la cuisine du service, mais on l'a repris un peu cette cuisine tout en la retravaillant, il y a en gros 4 types de lettres. Bon, il y a les lettres d'insultes, ou les lettres anonymes qui ne sont pas lues. Sauf que maintenant, justement, qui ne sont pas, auxquelles on ne répond pas, si vous voulez. Bon. À l'heure actuelle, d'après le chef de service, on peut les inclure également dans la base de données. La plupart des lettres, ce sont des requêtes. C'est des plaintes, en gros. C'est des plaintes, d'attirer un peu alors qui vont, si vous voulez, éventuellement de femmes battues, d'enfants battus, éventuellement des surendettés, des malades qui envoient donc leurs résultats d'examen, des gens qui se disent poursuivis par le fisc, etc., etc. Et donc ces requêtes, il y a une espèce de continuum, parce que certains écrivent pour eux-mêmes. Bon, c'est mon cas personnel. Alors là, on retrouve un peu la rhétorique gilet jaune, si vous voulez. Bon. Mais également, progressivement, quand on les lit en série, on voit que ce sont des gens qui, d'une certaine manière, forment une espèce donc, de série qui n'a pas véritablement de porte-parole. Et puis certains également glissent on parle en tant que, on parle au nom d'eux. Bon. Ça, c'est, disons, quel que soit le quinquennat ou le septennat, disons 60 à 70% des lettres. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les opinions. Alors, les opinions, ça peut être éventuellement des lettres de soutien ou des lettres de critique. Qui sont plus réactives à l'actualité. Oui. Même, hein. On parlait Attendez, je vais revenir dans du commerce. Voilà. Mais je vais revenir dans un instant. Et les troisième lettres qu'on n'a pas étudiées, c'est un courrier tout à fait spécifique, c'est les lettres, donc le courrier réservé, c'est-à-dire les lettres des associatives, des grands patrons et surtout des députés, des sénateurs, des maires, etc., qui plaident pour leur... Alors, pardon, juste un mot sur cette catégorie-là qui est quand même assez singulière. Hein. Des lettres d'écrivains aussi. Ils écrivent à la même adresse que le citoyen ordinaire. Ah oui, non, si vous voulez, bon, bien entendu, chaque président a la possibilité de savoir, d'avoir des nouvelles de ses amis ou de ses proches par d'autres canaux, mais simplement, tout le courrier qui est envoyé donc au président est ouvert. Il arrive à l'Élysée et hop, il part au quai de l'Alma. Et là, il est ouvert avec les précautions nécessaires, c'est-à-dire qu'on voit s'il n'y a pas d'explosifs dedans, de l'anthrax et des choses comme ça. Et ensuite, bon, c'est dispatché en fonction de la nature de la lettre, et ça remonte au cabinet ou ça remonte au président lorsque ce sont des lettres privées. Bon, mais simplement, il y a des moyens là aussi pour éviter. Mais le grand patron, Michel Offerlé, il envoie directement un SMS au président, non? Oui, bien sûr. Non, là, c'est du protocolaire, si vous voulez. C'est par exemple la maison d'assaut qui demande qu'il y ait le haut patronage de François Hollande pour l'inauguration de telle usine. Ça peut être éventuellement, le patron de Coca-Cola France qui fait une espèce de lobbying direct en disant attention, les distributeurs automatiques dans les écoles, nous donnons beaucoup d'emplois justement, bon, etc. Bon, non, je ne me suis pas, si vous voulez, je ne pense pas qu'effectivement c'est dans ce courrier-là, on en a consulté quand même un certain nombre, que l'on puisse trouver en quelque sorte les liens qui peuvent exister entre les grands patrons et le pouvoir politique. Bon, rappelez-nous l'adresse à laquelle on écrit. Ah bah c'est le livre, hein, puisqu'effectivement, nous avons mis donc l'adresse 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, hein,
Voilà. Et donc, vous avez des modèles de lettres qui ne sont jamais respectés sur le site de l'Élysée. Donc, c'est au 55, mais c'est traité au 11 quai de l'Alma. Alors, on disait 800 000 lettres reçues le temps d'un quinquennat pour François Hollande, environ 1000 par jour pour François Mitterrand. Au fond, j'aimerais qu'il me pose des questions. Michel Offerlé, le 2 janvier 1983, François Mitterrand ouvre les vannes. Il invite les Français à lui poser des questions directement. Ça va être vraiment le début d'une correspondance abondante. Oui, enfin, elle existe avant lui. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu... Enfin, on était d'abord sur François Hollande et on n'a pas eu le temps, si vous voulez, de refaire. Il faudrait quasiment reprendre quatre années, notamment la correspondance de Gaulle, celle de Pompidou. En tout cas, il y a un tournant, et notamment avec l'arrivée de Michel Hénoc. Il y a effectivement... Il va dire bien du mal de ses prédécesseurs. Oui, alors là, je fais très attention parce que notre témoignage, si vous voulez, est un peu unique. Donc Hénoc, plaide pour son service, mais je pense qu'il y a véritablement un double tournant, c'est-à-dire que d'une part, il y a le début de l'informatisation. Et puis, il y a l'idée que, justement, ces gens qui écrivent ne sont pas, comme disaient des membres de l'ancien service, des solliciteurs. Il y a tout un passage du livre où, avec le témoignage de Michel Hénoc, on a en quelque sorte la description par les gens du service qui méprisent un peu ce qu'ils font, qui est un service un peu de relégation. Et en quelque sorte, Hénoc, qui est aussi un militant de gauche, va dire, il y a une espèce d'espoir dans cette population, il faut leur répondre, et prendre justement les choses au sérieux. Et même, ce qui est intéressant, c'est que dans ces rapports au président, hein, donc les lettres deviennent des rapports, puis deviennent des chiffres, Hénoc s'intéresse aussi donc aux requêtes, à savoir donc pas seulement aux opinions, qui est en quelque sorte une espèce de sismographe donc de l'opinion publique vue à travers le courrier des lecteurs, des citoyens, mais également donc aux requêtes qui peuvent pointer des situations récurrentes de mal-être, de surendettement, etc. Et voilà. Vous avez avec vous un exemple d'une lettre très classique, comme il en existe beaucoup, d'un citoyen qui écrit au président pour lui parler de sa retraite. Oui, alors ça, c'est pourrait-on dire, un peu la tête de base. Ça a été donc envoyé le 25 octobre 2013. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer que je suis veuve, vivant seule et ayant 83 ans. Voici tous les paiements à l'État. Retenue sur retraite, impôt sur revenu, taxe foncière, taxe d'habitation, taxe foncière, prélèvements sociaux, prélèvements libératoires, TVA, et il estime qu'il paye 7 053,64 centimes d'impôt. D'où ma sincère salutation, Monsieur le Président. Alors, on a effectivement des budgets, notamment, par exemple, les lettres de Gilets jaunes qu'on a pu voir, donnent donc une espèce d'aperçu donc des budgets. Et des fins de mois difficiles. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu... parce qu'on a tendance un peu à rigoler par rapport à ces lettres, notamment l'article que nous a gentiment fait le Canard, est un petit peu ironique, et donc c'est des fous, c'est des malades, c'est des pauvres, etc. Non, je pense qu'effectivement, il y a une véritable chair sociale dans ce courrier, et il y a une possibilité, justement, pour un sociologue, de l'interroger à la fois, justement, du point de vue donc, de la manière dont les Français, ceux qui écrivent, se représentent l'institution présidentielle, et ce que fait l'institution présidentielle, à la fois le service et le président, puisque de ce point de vue-là, les services et les présidents sont différents selon les quinquennats et les septennats, font justement donc de ces lettres multiples. Il y a... vraiment le désir, avec Michel Hénoc sous François Mitterrand, des Français de nouer un lien direct avec l'homme président. Et on y voit en tout cas ça, ils y voient ça, et ils vont être invités, les Français, à prendre la plume pour écrire à leur président leur mal-être, leur bonheur aussi. Et vous les évoquiez tout à l'heure, Hervé Letellier, qui a si bien raconté dans sa fiction « Moi et François Mitterrand », l'histoire d'Hervé, qui en 83 entame une correspondance avec le président de la République, dans des lettres types que lui renvoie le secrétariat de l'Élysée, la même. Et il voit toujours une véritable amitié, complicité naître entre lui et le chef de l'État, qui l'incite à continuer à écrire et à se raconter ses amours, ses vacances, ses déboires et tout ce qu'il y a. Alors un mot justement de ceux qui reçoivent ce courrier et qui le transmettent. On imagine que tout n'est pas transmis au président, mais qu'une sélection, un tri est fait, et que les requêtes sont annotées par des rédacteurs. Hein, c'est ça ? Tout à fait. Alors elles sont envoyées généralement
aux services sociaux. Bon, j'ai même pu voir la fille d'une de mes amies. Ah oui, alors parce qu'une partie va à la préfecture, une autre... Et donc, par exemple, c'est les lettres d'État que reçoivent les assistantes sociales, donc avec la mention. Donc... Alors, de ce point de vue-là, il y a deux doctrines dans le service de la correspondance. Il y a ceux qui estiment qu'ils font leur travail, justement, donc en faisant cette transmission, en mettant le poids de l'institution présidentielle dedans, et puis d'autres, d'une certaine manière, que c'est une espèce de rupture entre les citoyens, c'est-à-dire que, à savoir, bon, ça peut être une forme de clientélisme, c'est le piston de l'Élysée. Bon, alors, je ne pense pas qu'il faut non plus, si vous voulez, donc exagérer la qualité de ce piston, mais il y a un vrai débat. Bon, alors c'est généralement entre deux, si vous voulez, on ne prend pas position, et donc l'idée, c'est de faire des courriers administratifs d'un côté, bon, et de l'autre côté, de faire des courriers qui soient malgré tout pas seulement administratifs, mais on n'est pas dans le compassionnel comme aux États-Unis, hein, où là ça va beaucoup plus loin, le courrier d'Obama. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais en tous les cas, l'idée c'est qu'on puisse en quelque sorte donner une nouvelle chance à un problème qui s'est posé à quelqu'un et en quelque sorte, donc, l'aider par rapport à l'administration. Michel Offerlé, est-ce qu'ils en étaient friands, les présidents? Est-ce qu'ils en sont friands de ces courriers? Est-ce qu'il y a des postures diverses entre Nicolas Sarkozy, François Hollande ou aujourd'hui Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils demandent à ce qu'on leur fasse remonter ces courriers et autant d'informations? Emmanuel Macron ne peut pas, on peut le dire par la voix de son chef de service, mais on n'a pas pu le rencontrer. On lui a envoyé un courrier, il nous a dit qu'il allait prendre note justement de ce courrier. On a rencontré Nicolas Sarkozy et François Hollande. Bon, François Hollande, je pense, est quelqu'un qui en a lu. C'était l'un de ses capteurs et c'était intéressant parce que François Hollande, justement, dans l'entretien qu'on a eu avec lui, regrettait le temps du Conseil général de la Corrèze où il avait d'une certaine manière une capacité à voir les gens immédiatement sur les marchés, dans les permanences, etc. Et à partir de 2015, il en a fait plus peut-être pour ce courrier, c'est-à-dire qu'il a reçu de manière donc très discrète un certain nombre de gens le samedi après-midi, une dizaine de personnes où il les faisait parler de leur courrier. Bon. Nicolas Sarkozy, lui, a fait celui qui s'intéressait beaucoup au courrier. Je pense qu'il ne nous a pas vraiment convaincus ni l'un ni l'autre. Il était beaucoup plus sondage. Bon, alors par contre, chez Macron, je pense qu'il y a eu un véritable tournant avec le nouveau chef de service, Cédric Bonamigo, qui était déjà commencé sous Hollande, c'est-à-dire une systématisation donc de l'utilisation de cette espèce de banque de données extraordinaire que constituent justement ces courriers. Et donc désormais, vous avez donc à l'Élysée, tous ces courriers donc, sont enregistrés. Les courriels, ça ne pose pas de problème. Pour les autres, ils sont scannés. Et vous avez donc une banque de données qui permet en quelque sorte de nourrir la réflexion du service et la réflexion du président. Je pense que d'ailleurs, à l'heure actuelle, le service est en train de travailler pour le discours de mardi soir. Je pense qu'effectivement. Et donc, sur cette banque de données, vous avez à la fois les courriers, tous les courriers, vous avez également le Standard, vous avez également la presse quotidienne régionale et on a intégré également les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Oui, parce que demain soir, Emmanuel Macron doit intervenir et vous l'évoquez, Michel Offerlé, dans ce livre aussi, Écrire au président, coécrit, co-signé avec Julien Freutel. Ce courrier est une mine d'informations. L'Élysée a en partie raison de prendre très au sérieux ce courrier qui peut, à certaines occasions, remplacer les sondages. Vous avez évoqué le précédent américain. On y revient avec la voix de Barack Obama. Ces lettres font plus que simplement me tenir au courant de ce qui se passe dans le pays. Certaines sont drôles, d'autres expriment de la colère. Beaucoup sont empreintes de tristesse et de frustration à propos de la situation. Lors de sa première semaine en tant que président, il a demandé qu'on lui donne une dizaine de lettres par jour. Alors depuis, on lui donne cette dizaine de lettres quotidiennes. Récemment, j'ai reçu beaucoup de lettres concernant des problèmes de santé. En voici un bon exemple. Cher Monsieur Obama, mon beau-fils, âgé de 42 ans, a été opéré pour un remplacement de valve cardiaque il y a 2 ans. Sa femme et ses 2 enfants dépensent 1 200 € par mois pour une assurance santé. Il est maintenant sans emploi, alors mon mari et moi l'aidons. Nous avons 65 ans et cela épuise notre retraite.
Voilà l'exemple de Barack Obama et de ses lettres. Il en parlait dans son livre aussi. Il y a l'idée quand même à travers ce courrier d'un miroir tendu. Le prince peut choisir de s'y confronter ou pas. Ce qui est intéressant à travers tout ce courrier que reçoit l'Élysée, c'est qu'il y a quand même une manière de prendre le pouls du pays, de capter l'état de l'opinion, et qu'un sondage, c'est mieux qu'un sondage peut-être en temps réel. Ça permet de raconter des choses sur les faits et gestes des présidents, la manière dont ils sont perçus et la représentation que l'opinion se fait aussi de la fonction. Michel Offerlé. Alors, est-ce que ça reste un reflet assez incomplet de l'opinion que nous dit, pour le coup, l'exemple américain sur la prise en compte, voire l'instrumentalisation aussi qui peut en être fait? Alors, l'exemple états-unien, justement, donc, nous l'évoquons à la fin de l'ouvrage, vraisemblablement a inspiré quelque part, de quelle manière, c'est très difficile à mesurer, la manière dont le courrier est traité sous Macron. Bon. Comme vous le rappeliez, Obama lisait 10 letters a day. Avant de se coucher, il lisait 10 lettres. Et il a invité donc au discours sur l'état de l'Union plusieurs fois justement des auteurs de lettres qui étaient dans la loge officielle avec la First Lady. Et je pense qu'il y a un écho de cela dans les vœux du président Macron, donc en décembre 2020. Mais il s'appuyait, Obama, sur ces difficultés rencontrées par les Américains, notamment sur les questions de santé, est arrivé ensuite le Obamacare. En tout cas, sa justification. Et il fonde justement bien souvent également son discours sur l'état de l'Union sur une ou deux lettres, pour montrer de quelle manière il y a un lien entre ce que font les scripteurs et également donc la législation qui est en train d'évoluer. Alors, pardon, excusez-moi, Michel Offerlé, mais vous nous tendez la perche. On va voir peut-être ce que peut être le pendant français avec Emmanuel Macron lors de ses vœux. C'était au début de cette année. Marie-Corentine a 24 ans. Au printemps dernier, cette infirmière fraîchement diplômée, originaire de Limoges, n'a pas hésité à tout quitter pour prêter main forte aux équipes de l'hôpital de Créteil débordé par l'afflux des malades du virus. Jean-Luc est chauffeur éboueur en Guyane. Avec ses collègues Anthony et Maxime, ils n'ont jamais cessé de travailler depuis le début de la pandémie. Au plus fort du confinement, ils constituaient cette deuxième ligne qui a permis au pays de continuer à vivre et à la vie de continuer. Voilà. Alors, est-ce que, par exemple, ces vœux ce discours a été alimenté par le courrier? Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça sent quelque chose. Bon, et donc, j'en ai demandé confirmation au chef de service. Je pense, c'est pas tout du courrier, mais une partie d'entre elles, effectivement, sont tirées du courrier. Et donc, il y a une espèce de nourriture de cela. Et désormais, donc, une partie des voyages sont également alimentés par donc, ce courrier où Macron demande à rencontrer telle ou telle personne qui lui a écrit, ou éventuellement cadre son voyage ou sa thématique de la semaine à partir d'un certain nombre donc, d'aspects du courrier. Alors, je fais attention parce qu'également, le chef de service, est en quelque sorte amené lui-même aussi à prendre ses responsabilités, à me dire que c'est très important. Bon, et donc, il faudrait quasiment une autre enquête sur le courrier Macron, j'espère que... Mais les Gilets jaunes sont passés par là, Michel Offerlé. Absolument. Et vous l'évoquiez. On peut se demander si certaines lettres étaient annonciatrices du mouvement à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président a pris en compte, ou dû prendre en compte, une partie de ce courrier qui lui racontait l'état de la France, non, à ce moment-là. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a pu voir, alors on a eu, si vous voulez, en ce qui concerne les courriers Macron, une petite partie de ces courriers. On n'a pas pu, là aussi à cause du Covid, et je pense également l'approche des élections, on n'a pas pu faire une plongée comme on aurait aimé le faire. Mais les Gilets jaunes, se sont exprimés avant. On a vu une lettre, par exemple, d'avril 2018, dans laquelle il était explicitement question de 80 km/h. Bon, et donc avec une réponse manuscrite donc d'Emmanuel Macron qui n'était pas exactement une position c'était peut-être politiquement juste, mais qui n'était pas forcément, si vous voulez, une position socialement nécessaire. Il y a un côté quand même cahier de doléances dans ce courrier de l'Élysée. Absolument. Bon, là,
tous les travaux en cours sur les Gilets jaunes ne sont pas encore sortis. Bon, le site Les Jours, par exemple, a publié depuis maintenant plusieurs mois donc ces cahiers de doléances, et ça sera intéressant de mettre... je pense qu'il y a des Gilets jaunes qui ont écrit, il y en a d'autres qui n'ont pas écrit, bon, au président, mais le premier article qu'on a publié là-dessus, c'est qu'au moment sur AOC en janvier 2019, les Gilets jaunes, ça nous faisait penser au courrier. C'était effectivement une espèce... cette espèce donc je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit exactement au président. C'est pas représentatif de l'ensemble des Français. Mais vous avez là une espèce de spectre social extrêmement large. Peut-être certaines catégories qui sont beaucoup moins représentées. Peut-être les jeunes écrivent beaucoup moins que les plus âgés. Mais en tous les cas, vous avez en quelque sorte la possibilité d'avoir les opinions de Français, de multiples Français, avec vraisemblablement, si vous voulez, 3 agendas. Il y a un agenda qui correspond à l'agenda médiatique, à savoir, quand il y a une affaire qui sort dans la presse, à ce moment-là, il y a du courrier. Il y a également des signaux faibles qui sortent avant donc qu'il y ait un agenda médiatique. Et puis en troisième lieu, vous avez également donc des choses qui médiatiquement sont très importantes et qui, d'une certaine manière, ne donnent pas de courrier. C'est ce que j'avais noté, par exemple, le Rainbow Warrior, il y a maintenant 36 ans, il n'y avait quasiment pas de courrier sur le Rainbow Warrior. Bon. Et donc, il y a effectivement, c'est difficile de faire un travail systématique, mais je crois que cette idée des 3 agendas, à la fois correspondants, et puis un agenda propre au courrier et un agenda propre aux médias, ça serait quelque chose qui serait effectivement à creuser. Voilà, et on voit bien, et on comprend aujourd'hui, dans ce moment où il semble nécessaire de remettre du lien, en tout cas probablement aussi dans l'esprit de l'Élysée, entre les élites et le peuple, de ne pas passer à côté de ce butin de guerre, comme vous le disiez, cette manne qu'est le courrier de l'Élysée. Jamais un président ne s'y est autant intéressé, écrivez-vous à propos d'Emmanuel Macron. Encore plus depuis la pandémie, puisque les occasions d'interagir avec son électorat s'étaient raréfiées, que les courriers se sont du coup multipliés. Vous racontez bien dans ce livre, et c'est passionnant aussi, en quoi cette correspondance en dit long sur les représentations que se font les citoyens ordinaires de l'institution présidentielle. À travers cette correspondance, on voit que le rapport à l'autorité présidentielle a passablement changé. Michel Offerlé, j'invite les auditeurs à lire et à se plonger dans ce courrier, non pas des lecteurs, mais des citoyens à leur président. Il y a de tout. C'est à la fois rigolo et en même temps très émouvant. Je crois qu'il faut également, donc, c'est peut-être aussi l'un des moteurs de ce livre, il faut aimer également écrire. Et également écrire aux autorités et écrire également donc à d'autres personnes. Prendre la plume, vous redonner l'adresse, écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée. C'est signé Michel Offerlé et Julien Fretel. Merci beaucoup. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table. Rapidement, Lucas Bretonnier et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, Oriane Delacroix, Henri Leblanc et Hosanna Chauvin pour La Grande Table Culture, Thomas Beau aujourd'hui à la réalisation et Jacques Ezubert à la technique.